3, 2, 1. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au nom de l'IRCE. Je suis Karine Desrosiers. L'IRCE, c'est l'Institut régional des chefs d'entreprise. On organise aujourd'hui ce webinaire dédié à un sujet sensible mais crucial, le redressement judiciaire d'une PME, une solution viable. Depuis plus de 30 ans, l'IRCE accompagne les dirigeants dans leurs grands défis stratégiques, qu'il s'agisse de créer, de développer ou de reprendre, ou parfois de traverser des périodes un peu de turbulence. Et c'est précisément l'objet de notre échange aujourd'hui. À nos côtés aujourd'hui, on a Delphine Co du cabinet Manantico, qui est partenaire de l'IRCE et qui animera cette session. On va ensemble aborder des dispositifs d'accompagnement disponibles, la lucidité stratégique nécessaire dans ces moments clés qu'il faut avoir, et réfléchir à la manière de préserver au mieux les équipes quand les décisions deviennent difficiles. Pour information, de manière un peu technique, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez le voir et le partager, le replay. Le support est téléchargeable dans la salle et vous pourrez poser vos questions à la fin de la présentation de Delphine dans le chat. Delphine, je te laisse sans plus attendre la parole et merci à tous pour votre présence. Bonjour, j'espère que vous m'entendez tous bien. Normalement, oui. Je présente effectivement ce webinaire avec Karine. Je travaille avec l'IRCE depuis de très nombreuses années. Nous allons voir ensemble effectivement ce sujet sensible du redressement judiciaire orienté PME. J'espère pouvoir vous démontrer que c'est une solution viable. Il y a des conditions, bien sûr, mais c'est faisable. Et je vous invite à regarder le petit sondage que vous avez sur votre écran à droite. Voilà, ça peut toujours être intéressant de savoir qui vous êtes et surtout à quel titre vous vous intéressez à ce sujet. On a posé la question de savoir notamment si vous étiez dirigeant. C'est peut-être pas tous dirigeants, mais un certain nombre, je pense. Et si vous l'êtes, est-ce que vous avez des salariés? Et si oui, est-ce que vous avez plus ou moins de 10 salariés? C'est juste une façon pour nous de voir effectivement quel est l'auditoire. Et puis, on pourra, bien sûr, au cours des questions tout à l'heure, évoquer vos besoins particuliers. On va s'attarder 45 minutes sur le sujet. Et puis ensuite, on répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas à garder vos questions en réserve et à les noter, chaque point pouvant, suscitant certainement des interrogations. Rapidement, la question, est-ce qu'on peut y arriver? Je vous disais tout à l'heure en introduction que oui, on peut y arriver. Mais clairement, la condition, c'est d'anticiper. C'est une procédure où il faut aller sans trop traîner et en ayant anticipé sans la subir. Voilà, puisque un redressement, si on le subit, c'est très compliqué. Si on le planifie, et je vais vous expliquer qu'on peut le planifier et qu'on peut même être maître du temps, en fait, et bien alors, si on le maîtrise, on a des possibilités d'en tirer le meilleur. Il y a des leviers à activer, il faut savoir lesquels. Il y a encore trop de dirigeants qui subissent la procédure et qui n'activent pas les leviers au moment où il faudrait. Manque de conseils, très clairement. Et c'est un sujet. Je vous ai mis cette notion de restructuring sur le slide parce que effectivement, pour nous, juristes et avocats, le restructuring, c'est une matière à part entière. Un bel anglicisme, mais qui veut dire quoi? Que grâce à cette procédure, on peut restructurer. Alors, le redressement et la sauvegarde, je vais parler alternativement du redressement et de la sauvegarde, c'est, on va dire, la même chose à ce stade aujourd'hui. C'est un régime juridique qui est extrêmement jumeau, voilà, vraiment sur la même chose, avec des petites nuances, mais que je ne vais pas vous exposer parce que c'est pas l'objet. Et en tout cas, ça permet vraiment de restructurer. Voilà. Hop là, je me suis trompée puisque j'ai pas partagé ma bougne, c'est pas intéressant. Oui, la dernière page diffusée, merci, parfait. Hop, comme ça, je vais y arriver mieux, ça sera mieux, voilà. Alors, la première chose, c'est essayer d'oublier les a priori et les croyances, voilà. Qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut revoir? Souvent, quand j'évoque ce mot de redressement judiciaire, les clients paniquent en me disant, mais alors, je vais perdre la main. Moi, le dirigeant, c'est fini, j'aurai plus le droit à la parole. Et en plus, ma caution, si je suis caution, c'est pas le cas de tout le monde, mais si je suis caution auprès de la banque, je vais devoir tout de suite rembourser. Ce n'est pas le cas. Vous ne perdez pas la main et votre caution n'est pas activée. Elle ne l'est que en cas de liquidation judiciaire et pas au stade du redressement ni au stade de la sauvegarde. Et c'est très important.
Et ça, pendant toute une année. Et même plus longuement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on ne perd pas la main. Ensuite, il faut bien avoir en tête également que la responsabilité du dirigeant n'est pas en cause. Voilà. Sauf cas très exceptionnel, la responsabilité du dirigeant n'est pas en cause et son business va continuer. Et au pire des cas, comme je dis, s'il y a une liquidation judiciaire, là non plus, la responsabilité du dirigeant n'est pas en cause. Les dettes qu'il y a, parce qu'il va bien falloir parler des dettes, n'incombent pas au dirigeant, et même celles de l'État. Puisque parfois, j'ai des clients qui me disent, oui, mais l'URSSAF, la TVA, il va bien falloir que je les paye. Bien non, non. Et la seule chose qui peut être due par le dirigeant, c'est une caution bancaire. Voilà. Et dans ces cas-là, c'est dans le cadre de la liquidation. Et il y a certainement des possibilités juridiques de la discuter, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Autre point très important, comme croyance, beaucoup de dirigeants me disent, oui, mais si je liquide, je pourrai plus jamais diriger une entreprise. C'est faux. On peut tout à fait continuer à diriger une entreprise, soit une autre entreprise qu'on a par ailleurs, parce que parfois on a plusieurs entités, soit créer une nouvelle société plus tard, et c'est tout à fait possible. L'interdiction de gérer est très exceptionnelle. J'ai souligné le trait, puisque c'est uniquement en cas de faute de gestion particulièrement grave et parce qu'il y aura eu des poursuites par le procureur. Donc, on parle de dossiers où il y a des malversations financières. Voilà. Donc, si on met de côté des malversations financières importantes, voilà, si on met de côté ça, il n'y a pas de reproche qui est fait aux dirigeants. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien avoir en tête. Ensuite, l'autre croyance, c'est le mandataire et l'administrateur judiciaire, ils vont tout me prendre. Voilà. À chaque fois, on me dit ça, on me dit mais je vais tout perdre, de toute façon, c'est eux qui décident de tout et moi, je décide de plus de rien. C'est faux. D'abord, l'administrateur judiciaire, il n'y en a pas dans tous les dossiers. Dans les PME, on n'en a pas souvent. Pourquoi? Parce qu'on a ce seuil de 20 salariés et de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, si vous faites moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, si vous avez moins de 20 salariés, on va pouvoir faire l'impasse sur l'administrateur judiciaire. Et comme vous serez accompagné par un avocat, je plaide pour ma paroisse, mais là, pour le coup, c'est nécessaire. Comme vous serez accompagné par un avocat, vous n'avez pas besoin d'administrateur judiciaire. Dans les dossiers plus importants, on a besoin d'un avocat et d'un administrateur et on n'est pas trop de deux dans ces cas-là pour agir. Voilà. Mais dans les petits dossiers, on fait sans l'administrateur. Et il y a toujours le mandataire judiciaire, qui n'est donc pas l'administrateur. Lui, son travail, c'est de représenter les créanciers. Il est représentant des créanciers, il compte les dettes, si je puis dire. Il a un peu d'autres fonctions également. Si malheureusement ça se passe mal, c'est lui qui deviendra le liquidateur. Voilà. Mais au stade de la procédure de redressement et de sauvegarde, il compte les dettes, il rend compte au tribunal du bon déroulé de la procédure, il vous reçoit pour vous dire ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Voilà, souvent je vais chez le mandataire avec les clients au rendez-vous, mais ce sont des personnes, ces deux personnes-là, ce ne sont pas eux qui décident. Voilà. Bien sûr, quand le dossier est très dégradé et qu'il y a liquidation judiciaire, c'est différent. Le liquidateur prend la main. Mais au stade du redressement, c'est pas le cas. Alors, une fois qu'on a enlevé ces croyances et qu'on essaye de se libérer l'esprit, on va essayer de se concentrer sur les avantages immédiats et que j'ai qualifiés de radicaux, effectivement. Et la procédure de redressement ou de sauvegarde, elle a des effets immédiats et radicaux. Pourquoi? Premier effet, immédiat, obligatoire. Tout le passif échu et à échoir est gelé. Alors, c'est quoi le passif échu et à échoir? Le passif échu, c'est vos dettes. C'est les dettes de l'URSSAF, les dettes de la TVA, les dettes des fournisseurs, etc. À échoir, souvent, c'est du passif bancaire. Ça peut être autre chose, mais souvent, c'est ça. L'ensemble de ce passif est totalement gelé à 100%, quelle qu'en soit sa nature. Vous le voyez, même pour, par exemple, votre bailleur. Je le souligne parce que parfois, le bail, les locaux, ça peut coûter cher dans certains cas, et on peut avoir 2 ou 3 mois d'arriérés de loyer. Le bailleur peut éventuellement faire un commandement de payer. On est paniqué, on ne sait plus quoi faire. On se dit qu'on va perdre le droit au bail. Eh bien là, le redressement judiciaire, ça vient vous sauver. Parce que on va activer le redressement judiciaire et on paralyse les effets du commandement de payer. Il n'y a plus de possibilité de résiliation du bail. C'est gelé. Voilà. Donc, vous voyez un effet concret, immédiat, très radical de cette procédure.
Et chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut même geler des arriérés de salaire. Alors, je précise tout de suite que ces salaires vont être pris en charge, en fait, par un organisme d'État dont on va parler, qui s'appelle l'AGS, Assurance Garantie des Salaires. Et donc, c'est l'AGS qui va payer des éventuels arriérés de salaire qu'on n'arrive pas à prendre en charge, par exemple. Donc, c'est quand même extrêmement favorable, tous ces effets. L'avantage de cette procédure vis-à-vis des créanciers, c'est qu'elle est contraignante et que donc tous les créanciers, tous, absolument tous, doivent s'y soumettre. C'est pour ça que j'appelle la bouffée d'oxygène, parce que pendant un an, en fait c'est 6 mois, mais c'est renouvelable 6 mois, donc de manière très pratique, on a un an de période d'audit, d'observation. Pendant un an, voilà, on bénéficie de ce jet. Et donc d'une bouffée d'oxygène, puisque pendant un an, vous ne payez plus vos arriérés. Alors que jusque-là, vous aviez peut-être l'huissier qui venait et qui vous réclamait de l'URSSAF, de la TVA, etc. Donc là, c'est gelé. Et l'huissier, dès qu'il y a le jugement d'ouverture, l'huissier ne vient plus vous embêter. OK, c'est bon, je ne viens plus. Voilà, c'est terminé. Donc, mécaniquement, puisque vous n'avez plus de dette qui vous court derrière, si je puis dire, de créanciers qui vous courent derrière, votre trésorerie se reconstitue. En tout cas, c'est le but de la procédure. C'est qu'elle se reconstitue, et même si on a suffisamment anticipé, le but, c'est d'avoir mis un petit peu de trésorerie, allez, dans les 2 mois qui précèdent le redressement, l'ouverture. Parce que tout ça se planifie. Donc, si on a planifié les choses, eh bien, on a arrêté de payer certaines choses qu'on pouvait arrêter de payer, comme, encore une fois, l'URSSAF, la TVA et tout le reste. Alors, il y a une faute puisque j'ai mis hier, mais bien sûr, c'est l'impôt sur les sociétés. Si on a payé, parce qu'on peut très bien avoir une société qui a fait des bénéfices les années précédentes, qui a de l'impôt à payer, mais qui cette année rencontre une difficulté. Eh bien, on peut geler cet impôt. Voilà. Donc, la trésorerie est censée se reconstituer. En tout cas, on espère, puisqu'on va en avoir besoin pour pouvoir faire face à la période d'observation et la continuation de l'activité. Et le deuxième point, là aussi très radical de la procédure de redressement comme de sauvegarde, c'est qu'on va pouvoir lisser le passif dans le cadre d'un plan jusqu'à 10 ans. Voilà. Pendant 10 ans. Ça veut dire qu'on a une année de période où il ne se passe rien, puis 10 ans pour commencer à payer. Maximum 10 ans. Souvent, on fait des plans sur 8 ans. Mais en tout cas, la loi prévoit maximum 10 ans. Et cela sans aucune pénalité, sans aucun intérêt autre que l'intérêt contractuel. Voilà. L'intérêt contractuel, je vous le mentionne notamment pour les prêts bancaires, puisque dans le prêt, bien sûr, il y a un intérêt contractuel. Donc, si j'ai un crédit sur 5 ans, par exemple, que je dédouble sur 10 ans, eh bien, je vais payer des intérêts pendant 10 ans et pas pendant 5 ans. Donc, bien évidemment, je vais payer un petit peu plus d'intérêts à la fin. Le banquier n'ayant aucune possibilité de s'y opposer. C'est ça qui est très important à retenir. Donc, très important, ces effets qui sont voilà, sans discussion. Il n'y a pas de discussion sur ces effets-là. Parlons maintenant des inconvénients. Parce qu'une fois qu'on a vu ces avantages effectivement très importants, c'est quoi l'inconvénient? Vous le connaissez peut-être, c'est le fait que la procédure de redressement judiciaire et de sauvegarde, les deux, sont inscrites sur le cabis de votre société. Il y a une mention qui apparaît immédiatement quand on tape sur Infogreffe, quand on tape sur Papers. Bien sûr, tout ça, ça remonte immédiatement en Banque de France. Votre note est dégradée. La note Banque de France est dégradée. Tous vos fournisseurs, tous vos clients, votre banque, tout le monde en est informé. Voilà. Alors, les fournisseurs sont informés s'ils vont voir, les clients aussi. Si vous avez des clients et des fournisseurs qui ne regardent pas Papers ou la Banque de France, ils ne seront pas informés. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui va les informer. Alors, les fournisseurs vont être informés parce que si vous leur devez de l'argent, ils seront informés de la procédure. Si vous ne leur devez pas de l'argent, ils ne reçoivent pas de courrier. Voilà. C'est important aussi de savoir ça. Cet impact, bien sûr, lorsque vous avez un groupe de sociétés, ça peut impacter aussi les autres structures, et notamment la holding. Alors, je le dis tout de suite, c'est important, ce n'est pas un impact de droit. Hein, juridiquement, c'est étanche, hein, il y a bien sûr une étanchéité totale entre les sociétés, mais néanmoins, on sait très bien que le banquier, lui, il fait un lien. Voilà. Les fournisseurs, ils peuvent aussi faire des liens. Donc, il y a de fait un impact commercial, on va dire. Les délais de paiement, c'est important, ces délais de paiement dont vous bénéficiez.
lorsque vous commandez du matériel, par exemple, ou du stock, eh bien, il y a de gros risques qu'il soit remis en cause, bien évidemment. Et là où avant, on vous donnait 2 ou 3 mois pour payer, là, on va vous demander de payer au cul du camion, c'est comme ça qu'on dit, mais c'est la vérité, et souvent de faire un paiement d'avance pour être livré. Mais je dirais, à partir du moment où vous avez payé, on va vous livrer. Voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Si vous avez la trésorerie, on pourra vous livrer. D'où le fait d'anticiper pour avoir la trésorerie nécessaire. L'autre inconvénient de la procédure, bien évidemment, c'est que ça peut coûter un peu cher. Ça coûte de l'argent, il y a des frais d'avocat, il y a le mandataire judiciaire à payer, il y a l'expert comptable, parce qu'il est sollicité plus que d'habitude, donc il peut faire quelques factures supplémentaires. C'est vrai que ça coûte un peu d'argent. C'est le coût, je dirais, de la bouffée d'oxygène. Voilà. Il faut mettre tout ça en parallèle et dire combien ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte. J'ai l'habitude de dire qu'il y a moins de freins aux procédures de redressement et de sauvegarde quand on travaille en B2C que quand on travaille en B2B. Parce qu'évidemment, quand vous travaillez avec le consommateur, il n'y a pas de perte de confiance. Lui, il ne sait pas que vous êtes en redressement. J'ai fait beaucoup de redressements et on fait beaucoup de redressements, par exemple, pour des restaurants, les hôtels, les boucheries, les boulangeries, etc. Il n'y a aucune difficulté. Le consommateur, il est toujours là. Par contre, il faut faire attention aux fournisseurs et il faut les ménager. C'est vrai qu'il y a des secteurs où c'est plus dur, je le dis, hein, on ne va pas se cacher. Dans le BTP, faire un redressement ou une sauvegarde, c'est très compliqué. Voilà. Quand vous faites du marché public, ça reste compliqué, même si je dois vous dire qu'il n'y a pas d'interdiction de droit. Aucune interdiction de droit à souscrire à un marché public. Simplement, bon, on ne va pas se mentir, vous ne ferez pas partie forcément des entreprises sélectionnées. Donc, les inconvénients, c'est ça. Il y a un élément à connaître majeur qui découle de ce que je viens de vous dire, c'est d'un côté l'interdiction de payer les créances antérieures et de l'autre l'obligation de payer les créances postérieures. Donc, interdiction de payer tout ce qui date d'avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement et de sauvegarde. On ne peut rien payer de tout ce qui est échu avant. Par contre, à partir du jugement, on devra payer tout ce qui est échu après. Voilà. Et ça, c'est important. C'est pourquoi il faut avoir de la trésorerie et c'est pourquoi il faut anticiper. Si vous avez des dettes nouvelles pendant les fameux 12 mois de la période d'observation, eh bien, le mandataire sera tenu informé et on pourra vous laisser un peu de temps pour payer, mais il faudra payer parce que sinon, c'est la liquidation. Voilà. La condition, c'est ne pas avoir de dettes nouvelles. Et c'est pourquoi je dis qu'il vaut mieux devoir de l'argent à l'État qu'à ses partenaires commerciaux, évidemment, et même à sa banque. Donc ça, c'est peut-être le plus important à retenir de ce que je vais dire aujourd'hui. Le conseil à suivre quand ça ne va pas, quand ça fait plusieurs mois que la trésorerie est tendue, qu'on a du mal, qu'on jongle, que les perspectives pour le prochain trimestre ou l'année prochaine sont pas bonnes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va ménager sa trésorerie. Pour ça, on va arrêter de payer l'État. Voilà, c'est très politiquement incorrect, mais c'est la réalité de ce qu'il faut faire. C'est malheureusement pas ce que vous conseillera votre expert comptable, trop tard, malheureusement, parce qu'on n'a pas la même culture avec les experts comptables, donc ils ont parfois du mal à dire à leurs clients, on va pas payer la TVA, on va pas payer l'URSSAF ce mois-ci, on va pas payer l'impôt sur les sociétés. Voilà, ça c'est quelque chose qu'ils ont du mal et pourtant, c'est bien le conseil qu'il faut donner. C'est pourquoi je dis que parfois, il faut leur donner des instructions puisque c'est vous qui décidez, donc vous demandez à ce que, clairement, par exemple, la déclaration de charges sociales soit faite, puisqu'elle doit être faite, elle est faite. Simplement, elle n'est pas mise en paiement. De même pour la déclaration de TVA qui est faite et qui n'est pas mise en paiement. Voilà. Alors, pour l'URSSAF, vous le savez, il y a la partie patronale et la partie salariale. Donc, la partie salariale, c'est la partie qui est prélevée sur les salaires des salariés. Et donc, ça, effectivement, il faut que ça soit payé. En tout cas, dans les premiers temps. Et vous allez, dans les premiers temps, geler seulement la part patronale. Quand vous allez anticiper, que vous vous dites, bon, il va peut-être falloir que j'y aille. Et à ce moment-là, moi, quand je vois les clients et qu'on est souvent 1 mois, 2 mois, parfois 3 mois avant, on va dire 2 mois avant, 3 mois c'est un peu beaucoup, mais 2 mois on anticipe et on dit bon, ben là les 2 prochains mois, on paye pas l'URSSAF. Voilà. Et on paye pas, y compris la part patronale à la fin. Pourquoi?
Mais parce que de toute façon, elle va être gelée dans le passif. La part patronale comme la part salariale, elles vont être gelées dans le passif. Voilà. Et donc, c'est pas un souci. Soyez rassurés, ça ne crée aucune difficulté pour les salariés. Hein. Ça ne leur fait perdre aucun droit. C'est simplement une manière, là encore, de ménager sa trésorerie. Ça, c'est vraiment le plus important. Si vous devez payer quelqu'un, c'est votre partenaire commercial, c'est votre fournisseur dont vous avez besoin. C'est pas la TVA, l'URSSAF et les autres. Alors, je vous ai dit qu'il y a une interdiction de payer les créanciers antérieurs. Et ça peut parfois être gênant parce que si vous n'anticipez pas, vous allez geler une créance d'un fournisseur qui vous est pourtant indispensable. Et là, si vous n'avez pas anticipé, c'est très ennuyeux parce que ce fournisseur indispensable, il va dire, mais moi, je ne travaille plus avec vous si vous ne me payez pas. Il existe une exception et la possibilité de demander l'autorisation au tribunal via le juge commissaire, qui est le juge dédié à votre procédure. Il existe la possibilité, effectivement, de se faire payer. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai fait une procédure pour une imprimerie. Et eh bien, il y avait le fournisseur de papier. Voilà. On a eu l'autorisation de payer la dette du fournisseur de papier. Voilà. Ça a été un cas, et régulièrement, c'est des choses qui arrivent. De même pour les transporteurs. Parce que le transporteur, sinon, il ne transporte plus. Hein. Et s'il ne transporte plus, bah, vous ne recevez plus votre matériel et vous n'expédiez plus votre marchandise. Et ça, c'est pire que tout. Donc, on peut obtenir ces cas-là. Ce sont des exceptions. De même, il faut faire attention à la clause de réserve de propriété. Pour ceux qui vendent et qui ont du stock et qui vendent de la marchandise, j'ai du stock. Est-ce qu'il n'est pas payé? Est-ce qu'on va me demander de le restituer? Oui, c'est un cas particulier. Il y a la clause de réserve de propriété. Donc, ça se traite, ça s'anticipe. Parce que, bien évidemment, là, soit je paye, soit je rends le stock. Alors, remarquez que ça m'est arrivé dans certains dossiers où j'ai des clients qui m'ont dit « Ah ben très bien, qu'ils le récupèrent leur stock, j'en ai trop. » Voilà, ça m'est arrivé. Et où finalement, on a renvoyé du surstockage et quelque part, le client était plutôt satisfait. Voilà. Donc, comme quoi, parfois, il y a des effets positifs même là-dedans. Alors, cette procédure de redressement et de sauvegarde, cette bouffée d'oxygène, comment elle s'ouvre? Comment on la met en place? Bon, il y a trois possibilités. Une seule procédure, trois possibilités. Soit on subit, c'est ce que je vous déconseille, et on va être assigné en justice, par l'URSSAF très souvent, par un fournisseur aussi qui n'a pas été payé, parce qu'un fournisseur qui n'a pas été payé peut vous assigner aussi en justice, hein, s'il a obtenu un jugement et vous avez été condamné à payer, donc c'est possible. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter, hein, on est d'accord. Ce qu'il faut éviter aussi, ça c'est très grave, c'est quand le tribunal ouvre d'office la procédure parce qu'il y a eu une alerte et que ça ne va pas du tout. Donc là, le procureur est dans la boucle, donc autant vous dire qu'on va éviter ce cas. Et en revanche, moi, je vais vous parler du cas positif. C'est la déclaration du débiteur qui, à sa demande, va aller faire ce qu'on appelle une déclaration de cessation des paiements. Voilà, ça s'appelle déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce. C'est un dossier qui n'est pas très compliqué. Pour ceux que ça intéresse, vous avez un formulaire. Si vous cliquez sur Infogreffe, vous avez un formulaire CERFA qui n'est pas si compliqué que ça à remplir. Voilà. Alors après, c'est mieux quand on se fait assister parce que au plus la société est importante, au plus ça nécessite d'être accompagné, évidemment. Mais en tout cas, c'est pas si complexe que ça. Donc, on vient. Et pourquoi c'est important qu'on fasse une déclaration? Eh bien, parce qu'on va maîtriser le temps. On va maîtriser le moment où on va aller déposer notre dossier au greffe. Parce que dans tous les tribunaux de commerce en France, quand on va déposer son dossier, on y va la semaine 1, la semaine 2, le dossier est ouvert. Donc, c'est extrêmement rapide. Et dans les gros tribunaux, on y va le jour 1 et le jour 3, la procédure est ouverte. Hein. À Marseille, on fait ça en 48 heures et à Paris aussi, hein, et dans tous les gros tribunaux. Dans les plus petits tribunaux, il faut parfois une semaine de délai. Voilà. En tout cas, ça va très, très vite. Et c'est vous qui décidez quand vous y allez. Donc, vous pouvez appuyer sur le bouton au moment opportun. Et très souvent, on va le faire à la fin du mois. En tout cas, après le 15 du mois. Pourquoi? Parce que vous savez que le 15 du mois, il y a les charges sociales. Donc, on va les geler. Donc, on va attendre qu'elles soient tombées. Pareil pour la TVA qui tombe un peu plus tard.
Et puis, je vais vous expliquer tout à l'heure qu'on peut avoir intérêt vis-à-vis des salariés à attendre la fin du mois pour obtenir une prise en charge de leur salaire. Donc, tout ça, effectivement, c'est possible. Donc, une procédure que nous activons quand on le souhaite et qui est assez rapide, assez rapide, simple et d'une efficacité immédiate, comme je vous l'ai dit, tout de suite, paralysie des dettes, immédiatement. On maîtrise le timing, on a un dossier qui fait une dizaine de pages, qu'est-ce qu'on doit fournir? Son bilan, ses 3 derniers bilans, sa liste du personnel, voilà, c'est assez rapide. Le montant des dettes, il n'y a pas des choses très complexes à fournir. Et encore une fois, j'insiste sur ces légendes urbaines, le dirigeant n'est pas dessaisi, sa caution n'est pas activée, il n'est pas privé de rémunération, ça aussi c'est important parce que certains me disent mais je vais plus pouvoir me payer. Mais si, bien sûr que si, vous allez toujours pouvoir vous payer. Et même le tribunal, quand vous ne vous payez pas, il trouve ça un peu suspect. Il dit mais comment ça, il faut que vous viviez, il faut que vous soyez payé. Donc il n'y a pas de souci, vous êtes payé. Et bien sûr, sans non plus que la gestion soit remise en cause. Il n'y a personne qui va vous dire ah ben il faut licencier des salariés, il faut faire ci, il faut faire là. C'est des décisions que vous allez prendre, mais qui ne vont pas vous être imposées. Voilà. Très important d'avoir toujours ça en tête. Et puis, ces avantages à activer, je vous en ai parlé déjà, la possibilité d'obtenir une avance des salaires. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on le fait à la fin du mois. Effectivement, souvent, on appuie sur le bouton à la fin du mois parce qu'on attend que les charges soient tombées et on attend pour pouvoir demander la prise en charge du mois en cours. C'est-à-dire que si la fin du mois de septembre, le 25 septembre par exemple, j'ouvre une procédure de redressement judiciaire, je vais demander à l'État de m'avancer les salaires du 1er au 25 septembre. Et ça va être pris en charge par la fameuse caisse AGS, Assurance Garantie des Salaires. Pour les petits curieux, vous irez voir sur les bulletins de salaire de vos salariés ou sur les vôtres et vous verrez qu'il y a une mention et que nous cotisons tous, les salariés cotisent pour cette caisse et donc c'est bien une assurance, comme j'ai plaisir à le rappeler. C'est une assurance et donc qui peut être mobilisée lorsque l'employeur est en défaillance de paiement. C'est une avance qui est faite par cet organisme qui clairement est un organisme d'État, bien évidemment. Et donc cet organisme fait une avance et ensuite l'employeur va rembourser ces sommes dans le cadre du plan. Voilà. Alors certaines sont remboursables dans les 6 mois du plan, d'autres sont remboursables sur la durée du plan, il y a des subtilités, mais en tout cas, on a beaucoup de temps pour payer ces sommes-là. Donc, c'est un point très important et je regrette souvent dans les dossiers que quand on n'est pas là au début de la procédure ou quand ça n'a pas été anticipé, eh bien, ça n'est pas demandé. Souvent parce que les experts comptables ne le savent pas et ne le préconisent pas, alors que c'est simple et que lorsqu'on a une grosse masse salariale, eh bien, c'est très important. Voilà. L'autre avantage qui est méconnu là aussi, eh bien, c'est que avec une procédure de redressement ou de sauvegarde, eh bien, on peut parfois rompre des contrats qui finalement sont assez coûteux. Et puis, ils servent à rien. C'est des contrats dont on n'a plus besoin. Par exemple, la 3e photocopieuse dont on n'a pas besoin, ou alors il y a 4 véhicules, mais on n'a plus que 3 commerciaux, donc on a un véhicule en trop. Eh bien, on va pouvoir rompre ce contrat parce qu'il est devenu inutile. Bien évidemment, comme je dis aussi, je ne suis pas la fée clochette, donc il y a des indemnités de résiliation anticipée qui sont dans le contrat. Il va falloir les payer. Sauf que c'est dans le plan. C'est gelé. 8 ans, 7 ans, 10 ans. Donc, on va avoir le temps de payer. Voilà. Et ça nous donne, là encore, immédiatement une bouffée d'oxygène. J'explique aussi que il ne peut pas y avoir de surpénalité qui existe souvent dans les contrats. Donc ça, il faut avoir ça en tête. On voit dans les contrats qu'il va y avoir une pénalité particulière. Ça, on les fait sauter. Le tribunal de commerce n'en veut pas. Il y a très longtemps que la Cour de cassation a dit que ce sont des clauses nulles et non avenues qui ne s'appliquent pas. Donc, qu'on trouve dans tous les contrats, mais qui sont pour autant inapplicables. Donc, avantage, toujours, qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est toujours difficile de dire que licencier pour motif économique, c'est un avantage, mais ça sauve parfois des entreprises. Restructurer sa masse salariale, ben oui, ça sauve parfois une entreprise et ça permet de sauver finalement les autres salariés. C'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Et donc, on peut le faire dans le cadre d'un redressement et d'une sauvegarde, bien évidemment. Et le gros avantage, alors en redressement, c'est plus avantageux qu'en sauvegarde, je vais pas rentrer dans le détail, mais on obtient la fameuse prise en charge de l'assurance garantie des salaires qui va payer
non seulement les indemnités de licenciement, mais aussi les congés payés. C'est très important. Tout le solde de tout compte, 100% du solde de tout compte est avancé par l'État. La procédure est assez rapide. Licenciement pour motif économique, c'est pas compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Alors, je précise, c'est pas compliqué lorsqu'on a moins de 10 salariés à sortir. Dès qu'on en a plus de 10, c'est un peu plus compliqué. On parle de plan social, c'est pas l'objet aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais vous avez 3-4 salariés à sortir, ça va se faire très rapidement. Voilà. Et effectivement, les gens bénéficient d'un dispositif particulier au niveau de France Travail, feu Pôle emploi, bienvenue France Travail, qui applique une procédure dite de CSP. C'est un particulier, c'est une convention de sécurisation professionnelle et qui fait que le salarié, en 21 jours, il est sorti, après l'entretien préalable qui lui est fait de son licenciement. Donc, c'est rapide, c'est efficace. C'est vrai qu'il va falloir obtenir l'autorisation du fameux juge-commissaire dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu d'anticipation par rapport à ça. Mais moi, dans les dossiers, on arrive à avoir l'autorisation, aller en 1 mois, même un peu moins parfois, mais on va dire 1 mois, c'est raisonnable. Et en 1 mois, on a l'autorisation, plus 21 jours. En moins de 2 mois, les salariés sont sortis. C'est quand même relativement efficace. Précisons qu'il ne vous est pas interdit de faire une rupture conventionnelle. Elle est toujours possible. Il n'y a aucun souci. Vous gardez la main et vous pouvez le faire. Parfois, pour les petits contrats, les gens qui ont peu d'ancienneté, les gens qui sont jeunes, qui ont trouvé un job derrière, ils vont pas forcément vouloir le licenciement éco et ils vont prendre la rupture conventionnelle vite fait, bien fait. Ça peut se faire aussi. Tout est possible. Venons à la question du plan lui-même de redressement. Donc, la question lui-même du plan de redressement, je vous dis depuis tout à l'heure que ça dure jusqu'à 10 ans. De manière pratique, on essaye de faire des plans sur 8 ans, 9 minimum, enfin maximum. Pourquoi? Pour avoir une année joker. Parce que comme on a droit à 10 ans maximum, eh bien, pour pouvoir avoir une année blanche, ben, il me faut un peu de rab. C'est pourquoi je garde toujours une année de côté. Voilà. Parce que un plan, c'est long. Il peut y avoir des moments où c'est plus dur que d'autres. Et on peut dire, ben, je fais un plan effectivement sur 8 ans. Mais si ça va pas, il y a un moment où je pourrais dire, bon, ben, très bien, je paierai pas cette année, je me mets un joker. Voilà. Tout ça étant possible. Alors, je vous donne l'exemple typique que je donne toujours. J'ai un crédit sur 5 ans, il me reste 5 ans de passif bancaire, ma dette senior, c'est 5 ans. J'ai demandé à mon banquier il veut pas me la restructurer, parce que souvent, ça commence comme ça. Le banquier vous refuse de renégocier le plan, votre prêt, pardon. Et là où le banquier refuse, ben, le tribunal va accepter, parce que c'est comme ça, c'est la loi. Et le tribunal va donc, de fait, dédoubler un plan, un prêt bancaire où il vous reste 5 ans, ben, vous allez le payer sur 10 ans. Et en plus, pendant 1 an, vous l'avez pas payé. Parce que je vous rappelle la période d'observation. Donc pendant 1 an, vous ne payez rien, première étape. Et ensuite, les 5 ans, ben, on en fait 10. C'est quand même beaucoup plus facile à digérer. Évidemment, vous payez des intérêts plus longtemps. Ça, encore une fois, je ne suis pas la fée clochette. Mais en tout cas, vous avez du temps devant vous. C'est vrai qu'un plan, ça veut dire que chaque année, vous allez au tribunal, 1 fois par an. C'est pas très contraignant. Et dans la mesure où vous avez payé votre plan, payé auprès du fameux mandataire, lui, il paye les créanciers, et vous allez au tribunal et vous dites, moi, j'ai payé, tout va bien. Bon, ben parfait, merci, à l'année prochaine. Voilà, ça dure 20 minutes. C'est pas compliqué. Et nous, souvent, à ce stade, on sort même des dossiers pour ne pas peser sur les clients, puisque ça sert à rien qu'on aille au tribunal dire ils ont payé. Non, le mandataire le fait tout seul avec le dirigeant et ça se passe très, très bien. Voilà, on n'a pas vraiment besoin d'accompagnement sur la phase de plan. C'est sur la phase de période d'observation pendant l'année préalable où là, il y a un vrai besoin d'accompagnement. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que votre remboursement de plan, il n'est pas forcément linéaire. Et il y a très peu de dossiers où on fait des linéaires. Très souvent, on a les premières années qui sont minorées, où on va rembourser très, très peu les premières années et beaucoup plus les années suivantes. Le tribunal accepte parce que c'est aussi une manière de vous donner du temps et on préfère vous laisser toutes les possibilités pour vous redresser plutôt que vous assassiner dès le 13e ou 14e mois après la procédure. Voilà. On vous donne encore une fois du temps. Important à savoir aussi, c'est que quand vous avez 3 ans de plan en sauvegarde, pas en redressement, mais en sauvegarde, quand vous avez 3 ans de plan,
la mention disparaît complètement du cabis. C'est-à-dire qu'on l'a fait effacer. Il n'est plus mentionné que vous avez été en procédure à un moment donné. Ça n'apparaît plus du tout. Voilà, ça c'est l'avantage de la sauvegarde. C'est pas le cas pour le redressement, mais je pense que les prochaines législatives, enfin, on va probablement avoir des réformes là-dessus, et c'est des choses qui sont à l'air du temps. Voilà, on veut pouvoir effacer ces mentions. Alors, vous allez me dire, oui, mais si j'y arrive pas, si j'y arrive pas et que je peux pas tenir mon plan de remboursement, qu'est-ce que je fais? Il y a encore une option, il y a encore une possibilité, c'est la reprise à la barre, bien évidemment, de l'entreprise. Alors, ça permet de sauver l'activité, ça permet de sauvegarder tout ou partie des emplois, sans bien évidemment que le repreneur assume le passif. Et je réitère, sans que l'ancien dirigeant ou ses associés n'assument le passif non plus. Hein, voilà. Mais on a cette option, c'est-à-dire que quand malheureusement le plan, on va pas y arriver, parfois ça peut se faire en cours de plan. Je suis en 2e, 3e, 4e année de plan, puis ça va pas, je tiens pas. Donc on revient à la barre du tribunal et on présente une offre effectivement de reprise. Parfois aussi, il faut le savoir, cette issue particulière, elle est préparée. C'est-à-dire que parfois j'ai anticipé, je sais que de toute façon, j'aurais pas de possibilité de faire un plan pour plein de raisons. Et donc, j'ai déjà trouvé un repreneur. Ah, vous avez déjà trouvé un repreneur, oui. Donc, on n'est pas encore en redressement, qu'on a déjà trouvé un repreneur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va orienter le dossier et on va ouvrir la procédure dans ce but, pour ça. Et donc, l'administrateur, s'il en existe un à ce moment-là, va lancer un appel d'offres et qui est publié un peu partout pour avoir le maximum d'offres. Parfois, si vous êtes attentif, vous verrez dans les journaux, si vous lisez les Échos ou ce genre de journaux, mais ça peut paraître même dans les journaux locaux, quand vous avez une entreprise locale qui effectivement est importante et qui est dans cette situation, vous avez l'administrateur qui va lancer une publication dans la presse locale pour dire, bon, il y a un appel d'offres pour telle société, voilà les conditions, vous pouvez répondre dans tel délai, merci de me contacter. Voilà. Alors, dans ces cas-là, il y a effectivement on va dire une Dropbox qui est ouverte, une interface informatique, et vous êtes mis en relation avec l'administrateur judiciaire qui vous transmet des documents, bien sûr après avoir signé un accord de confidentialité comme il se doit, et vous êtes en mesure, vous étudiez le dossier et vous allez ou vous n'allez pas. Voilà, ça, on y va ou on n'y va pas. Mais en tout cas, on peut avoir accès à des éléments. Évidemment, ce sont des offres à la casse. Les offres à la casse, elle peut être très basse. Elle peut être très basse, cette offre, dans la mesure où elle sauvegarde l'emploi. Dans les textes, dans le code de commerce, la procédure de reprise à la barre est vue comme étant pour sauver les emplois. Voilà, c'est fait pour ça. Donc, on a parfois des dossiers très surprenants, enfin surprenants, on n'est plus surpris par rien, mais où on voit arriver sur des dossiers à plusieurs millions d'euros, à des chiffres d'affaires de plusieurs millions d'euros, une offre à des cacahuètes, quoi. Parfois, c'est vraiment risible. Moi, j'ai en tête là un dossier, j'avais une société, il faisait quoi? Il faisait dans les 7 millions d'euros de chiffre d'affaires sur de la fabrication agroalimentaire. La boîte est partie à 500 000 euros. Voilà. Donc, vous donnez des ratios, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, la boîte est partie à 500 000 euros. Alors, le gars, il a repris 30 personnes. Donc, forcément, le tribunal était bien content de les voir venir quand même, malgré tout. Voilà. Pour vous donner ce genre de ratio. On a effectivement des reprises très, très basses qui se font. À noter, même si c'est pas politiquement correct, mais à noter quand même que le repreneur n'a aucune interdiction de licencier le personnel. Il peut lui aussi restructurer, il peut bien sûr faire du licenciement économique à son tour, mais il devra cette fois-ci en assumer le coût, puisque lui, là, il n'y a plus les AGS, il n'y a plus tout ça, c'est le repreneur qui fait. Alors, aussi important à rappeler, bien évidemment, pour des raisons d'éthique, les proches du dirigeant, le dirigeant lui-même, évidemment, mais les membres de sa famille ou une société qu'il dirigerait ne peut pas venir faire une offre de reprise. Voilà, ça, c'est strictement interdit par le code. Mais en revanche, et c'est important à noter, des salariés de l'entreprise sont très bienvenus et souvent très favorablement, et ainsi que des associés, alors que vous êtes minoritaire. Donc, l'associé minoritaire, qui peut avoir 30 ou 40% des parts, peut venir faire une offre de reprise de l'entreprise. C'est tout à fait possible. Voilà. Le tribunal va le voir d'une manière bienveillante là aussi, puisque c'est quelqu'un qui connaît l'entreprise. Voilà. Donc, c'est une issue qui existe.
C'est un vrai marché d'ailleurs de la reprise, hein, pour ceux qui travaillent sur ces questions-là. Des entreprises se vendent à la barre du tribunal. C'est vraiment un marché particulier. Ouais. Alors, cette procédure, je vous ai juste mis un slide dessus, hein, mais cette procédure, effectivement, sur le plan de cession, elle est rapide aussi. Hein, c'est très rapide. C'est la particularité des procédures collectives, là où la justice est longue. Hein, habituellement, la justice, c'est des années. Là, on fait des choses en quelques mois, d'un coup très très vite, parfois quelques semaines. Un mandataire va lancer un appel d'offres, ou l'administrateur, c'est l'un ou c'est l'autre, vont lancer un appel d'offres, ils vont le publier, ils vont donner 1 mois, 2 mois peut-être maximum de délai de réponse. Une fois que le délai de réponse est échu, 15 jours après, le tribunal est saisi du dossier, il y a une audience. 8 jours après, c'est rendu. C'est-à-dire qu'en 2-3 mois, un repreneur est en place. Voilà. Donc ça va très très vite, effectivement. Le but étant d'aller vite pour ne pas couper le business. Et ça va vite avec un dossier qui est assez simple. On vous demande pas des sommes, enfin des choses colossales. Par contre, et c'est très important, vous verrez jamais une banque qui va suivre un repreneur à ce stade. Enfin, c'est très rare. Donc, il faut avoir le cash. Voilà, vous arrivez avec le cash, vous donnez le cash et il n'y a pas de possibilité de conditions suspensives de prêt, etc. Non, c'est je reprends, je mets le cash et après, je vois ce que je fais. Voilà, donc c'est quand même des dossiers particuliers, mais qui vont effectivement très très vite. Il y a un système un peu de surenchère entre guillemets pour favoriser les offres. Il y a un système où les offres sont déposées au greffe et puis ensuite consultables. Tout cela pour faire monter les enchères, bien évidemment. Et jusqu'à 48 heures avant l'audience, on peut encore améliorer son offre. Donc, c'est un peu comme au poker, on paye pour voir. On fait une première offre basse. Ensuite, on voit s'il y a des concurrents qui viennent. S'il y a des concurrents, on majore son offre. S'il n'y en a pas, ben, on a une offre et on voit ce que le tribunal dit. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est d'un métier particulier, mais ça se fait. Voilà. Alors, pour finir, puisque le temps passe, mais on aura bientôt fini, pour finir, toujours revenir sur l'anticipation et sur le fait que là, on a parlé de redressement, on a parlé de sauvegarde, on a parlé de liquidation et donc de rachat à la barre de l'entreprise, quand à la fin des fins, il n'y a plus que ça. Très bien. Tout ça, c'est public. Tout ça, c'est public, tout le monde le sait. En revanche, si vous anticipez suffisamment, eh bien, vous pouvez avoir accès à une procédure dite de conciliation qui a le gros avantage de la confidentialité. Voilà. Il ne faut pas être en cessation des paiements, ou en tout cas pas depuis 45 jours. C'est-à-dire qu'il y a un délai de 45 jours maximum. Alors, je vous rassure, c'est pas compté à 3 jours près en vérité, hein, mais c'est prévu dans le texte. Il ne faut pas être en cessation des paiements depuis trop longtemps. Voilà. Pourquoi c'est avantageux? Ben parce que c'est confidentiel. Voilà. Personne ne le sait, c'est pas mentionné au CABIS. Vos fournisseurs sont pas au courant, votre banquier ne l'est pas si vous ne lui dites pas. Vos clients ne le savent pas non plus. Donc c'est extrêmement avantageux. L'inconvénient, c'est que ça coûte de l'argent, un petit peu plus cher que le redressement malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il va falloir payer le conciliateur et ils se font bien payer, ces gens-là. C'est souvent un administrateur judiciaire qui va prendre la casquette de conciliateur. Donc, je vous ai mis des tarifs, hein, mais c'est des tarifs pour une toute petite structure d'une dizaine de personnes, mais c'est tout de suite, ça va coûter 10, 15 000 euros d'honoraires tout de suite, quoi. Donc, c'est vrai que quand on a une toute petite structure, c'est compliqué. Et ça va coûter plus cher, bien sûr, pour les structures plus importantes, hein, tout est paramétré. Donc, gros avantage, confidentialité, inconvénient, ça coûte un peu cher. Et puis, autre inconvénient, c'est une procédure qui est facultative pour les créanciers. C'est-à-dire que le créancier, il n'a pas d'obligation de cesser ses paiements. Alors, de cesser ses diligences, pardon, pour vous faire payer, ses poursuites. Alors, c'est vrai que, en général, les créanciers jouent le jeu, mais les délais qu'on obtient, ils sont pas énormes. On a des délais qui sont finalement, voilà, ça va assez vite, mais les délais qu'on obtient, c'est 3-4 années d'échéancier. Hein, en conciliation, on peut aller jusqu'à maximum 4 années d'échéancier. Et avec un effet bouffée d'oxygène beaucoup plus court, puisque par principe, il n'y a pas d'interruption des poursuites et il n'y a pas de suspension des paiements, la fameuse suspension pendant 1 an. Cette suspension, elle n'existe pas. Alors, elle peut exister parce que le tribunal peut l'autoriser de manière exceptionnelle, il faut le demander, etc., etc. C'est pas simple.
Donc, l'inconvénient, c'est ça. Donc, c'est une procédure avantageuse parce qu'elle est confidentielle. C'est super. C'est une procédure qui, en revanche, a cet inconvénient d'être beaucoup moins efficace en termes de temps, beaucoup moins de temps qui vous est accordé et aucun effet obligatoire pour les créanciers. Donc, certains ne jouent pas le jeu. Donc, ça peut être effectivement ennuyeux. Eh bien, il est 11h45, donc 45 minutes, on y est. Alors, je peux prendre encore 2 minutes si Karine est d'accord pour montrer la roadmap. Et après, je vous laisse la parole. Oui, je t'autorise. Vas-y, Delphine. Super. Alors, du coup, je vais le faire, mais il faut que je revienne sur le document. Et c'est là où, hop, quick, retour. Là, je devrais y arriver toute seule comme une grande, peut-être. Alors, j'ai fait une demande et il y a quelqu'un qui doit accepter. Voilà, ça va accepter. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer mon magnifique schéma de procédure. C'est bon, Delphine. On le voit, super. Donc, ce fabuleux schéma, en quoi il est intéressant? Hop, ah zut, j'ai raté. J'ai fait une mauvaise manip, il faut qu'il réaccepte. Voilà, je touche plus, promis. Alors, pourquoi c'est intéressant? Vous avez la carte du temps. Voilà, c'est une timeline, donc ça va très vite. En une semaine, le dossier est ouvert. Voilà, paf, dépôt d'ouverture de la procédure auprès du greffe. C'est ouvert la semaine d'après. Et suite à ça, effet immédiat, arrêt de tous les paiements des fameuses dettes antérieures. On stoppe tout. On n'a plus rien à payer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il se passe que le deuxième mois, donc il y a le jugement d'ouverture, on l'a dit, ok, très bien. Et on a un délai pendant lequel les créanciers vont déclarer leurs créances. Voilà, les créanciers ont 2 mois pour déclarer leurs créances à partir du jugement d'ouverture. Et à partir de là, on est bien d'accord, on a gelé notre passif. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, au bout de 2 mois, je vais au tribunal, je dis que tout va bien, je suis convoquée par le tribunal et je dis voilà, ça va, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. J'ai rencontré le mandataire, voilà notre plan, voilà ce qu'on va faire, voilà notre stratégie. Très bien. Bon, parfait. Vous n'avez pas fait de dette nouvelle? Non, je n'ai pas fait de dette nouvelle. Votre expert comptable en atteste, tout va bien. Suite à ça, on va commencer à réfléchir à l'avenir de la société et on va arriver au 6e mois. Au 6e mois, on va renouveler la fameuse période d'observation pour 6 mois supplémentaires. Parfait. Et là, on va commencer à discuter sur le plan. Entre-temps, on fait les opérations de vérification du passif. Bon, très bien, c'est technique, on vérifie que les créanciers déclarent bien ce qui est dû et pas plus que ce qui est dû. Très bien, il y a une vérification qui est faite. Et on arrive à l'audience des 12 mois, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, le tribunal va examiner votre plan et va dire « Ok, très bien, votre plan, il est bien, je l'accepte ». À partir du moment où vous avez présenté un plan, dans 90% des dossiers, il est accepté. Pourquoi? Mais parce qu'on va vous laisser la chance et on va vous laisser la possibilité de le tenir, ce plan. Et ce plan, il va se dérouler sur plusieurs années, donc, comme on l'a dit, avec un échelonnement de la dette qui, donc, n'est pas nécessairement linéaire. Et chaque année, à l'anniversaire du plan, vous êtes convoqué au tribunal, vous vous présentez, vous justifiez que vous avez bien payé, le mandataire dit oui, oui, ils ont bien payé, ça va, pas de souci, et on est bon, les choses reprennent leur cours. Voilà. Et voilà, j'ai fini. Donc, vous voyez, c'est un schéma qui présente l'intérêt de tout récapituler, mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu les tenants et les aboutissants pour le comprendre. Je vais répondre à vos questions maintenant, si vous le voulez bien. Écoute, merci Delphine en tout cas pour cette présentation concise et technique, parce que c'est quand même pas non plus un sujet super. C'est pas un des sujets les plus chouettes qu'on a eu à traiter ensemble. Il y a 2 petites questions dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez, puisque Delphine est là et on a encore 10 petites minutes pour pouvoir y répondre. La première question, mais tu l'as traitée, je pense, même si tu peux reformuler le sujet. Oui. C'est l'AGS qui prend en charge les salaires en procédure de sauvegarde? Non. Hélas, en procédure de sauvegarde, non. En procédure de redressement judiciaire, oui. Alors pourquoi? Je peux expliquer pourquoi. Parce que en procédure de sauvegarde, vous n'êtes pas techniquement en cessation des paiements. Alors que en procédure de redressement judiciaire, vous êtes en cessation des paiements. Donc, la différence, elle est là. Et parfois, c'est une des raisons pour lesquelles on va choisir la voie du redressement plutôt que la voie de la sauvegarde. Et oui.
Voilà, merci. Et j'en ai une deuxième d'Aurélia. Quelle garantie peut engager la société en cas d'ouverture de RJ? Alors, quelle garantie, peut-être à préciser, quelle garantie peut engager la société, c'est-à-dire le débiteur ou Alors, au contraire celui qui précision, subit? Aurélia, si vous pouvez préciser dans le chat, ce serait super. Sinon, bah, tu peux démarrer par le débiteur déjà. Je sais pas. Le débiteur, alors, si c'est le débiteur, donc le débiteur, c'est la société qui ouvre le redressement judiciaire. Donc, elle, je ne vois pas exactement quelle garantie elle peut, voilà, je pense plutôt que la question est certainement orientée par celui qui subit la procédure. Donc, celui qui subit, qu'est-ce qu'il peut obtenir comme garantie d'être payé lorsqu'il a un créancier qui est en procédure? C'est pas précisé, donc on peut essayer. Vas-y. Oui, je suppose que c'est ça l'idée. Donc, l'idée, c'est effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai un client, par exemple, qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Donc, je déclare ma créance. Je suis dans les fameux 2 mois et je déclare ma créance. Quelle garantie j'ai d'être payé? Ça peut être ça la question. Ouais. Alors oui, Aurélia précise que c'était le débiteur pris avant l'ouverture de RJ. Tout à fait. Alors, le débiteur qui est pris avant l'ouverture de RJ, je vois pas tellement ce que ça veut dire. Ça veut dire peut-être que le débiteur a subi une garantie avant l'ouverture d'un redressement judiciaire. Alors, la seule chose, ce qui renvoie, ce que ça renvoie vers moi, c'est quoi? C'est parfois il y a une saisie conservatoire qui est faite avant l'ouverture du redressement judiciaire. Peut-être c'est ça l'idée. C'est-à-dire que je vais pas bien, je dois de l'argent à un créancier, ce créancier va tenter de faire une saisie conservatoire. Vous pouvez avoir l'URSSAF qui fait des saisies, des impôts, etc., qui font des saisies. Et du coup, si cette saisie, elle est faite avant, c'est ça, effectivement, malheureusement, c'est trop tard. C'est-à-dire que l'argent est saisi, il est saisi, c'est fini. Alors, j'ai encore Aurélia qui a plein de questions. Et après, on passe à Blandine et Étienne. Donc, on regarde par rapport au temps d'Elphine. Oui. Si le dirigeant déclare une créance, mais le créancier n'a pas fait sa déclaration de créance, est-ce que cette créance est due au passif? Alors, elle va sauter. Alors, ça se passe de la manière suivante. Effectivement, le dirigeant fait une déclaration préalable, puisqu'on doit déclarer notre passif spontanément. Donc, on va déclarer notre passif spontanément. Et le créancier, il doit confirmer ce passif. Pourquoi? Parce qu'il reçoit un courrier du mandataire et on lui demande de confirmer. S'il ne le fait pas, eh bien, sa dette va sauter. Alors, ce qui va se passer techniquement, c'est assez technique, il est convoqué devant le juge commissaire lors de la fameuse vérification du passif qui a lieu entre les 6 et les 12 mois, là. Il y a une vérification du passif qui est faite. Et donc, on est convoqué devant le juge commissaire et soit ils viennent et ils se récupèrent, soit ils viennent pas et c'est terminé. Et leur dette, effectivement, soit. Donc, on voit dans des dossiers, on est souvent étonnés, hein, on voit dans des dossiers des dettes qui sautent comme ça. Voilà. Question de Blandine. Si le plan fonctionne et que l'activité reprend, peut-on faire un remboursement anticipé? Oui, je l'ai précisé, mais je n'ai pas insisté dessus. C'est marqué dans mon slide, mais je n'ai pas insisté. Oui, mon capitaine. Vous pouvez à tout moment rembourser, bien sûr, de manière anticipée, et que ça arrive. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient devant le tribunal et on dit, ben voilà, je suis en année 3, j'ai en capacité de tout solder. Je demande, en fait, c'est une modification du plan par remboursement immédiat. Voilà. Et le tribunal rend un jugement et tout le monde est content. OK. Étienne, le dirigeant conserve autant la main vis-à-vis de l'AJ durant un RJ que durant une procédure de sauvegarde? Point d'interrogation. Oui, complètement. Il n'y a pas de différence. Il n'y a vraiment pas de différence entre la sauvegarde et le redressement judiciaire sur le fait que le dirigeant ait la main. Il n'y en a vraiment pas. Voilà. Non. Et enfin, apparemment, une dernière question, parce que j'en vois plus après, de Yamina. Pendant combien de temps convient-il de suspendre les paiements des dettes, URSSAF, TVA fournisseurs, avant d'engager la procédure de RJ? Très bonne question qui va me permettre effectivement de rebondir sur le plus important. Très bonne question, puisqu'on a le temps, je vais donc revenir sur cette question. Alors, l'histoire des 45 jours. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une histoire de 45 jours. On pouvait bénéficier d'une procédure particulière, mais il ne fallait pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Alors, c'est quoi cette histoire? Il y a effectivement un article dans le Code de commerce qui dit que, attention, quand je suis en cessation des paiements, quand je suis en difficulté, et donc je suis techniquement en train de ne pas payer mes factures échues à temps, je suis en cessation des paiements. Bon. Eh bien, quand je suis en cessation des paiements, je suis censée saisir le tribunal dans les 45 jours qui suivent d'une demande d'ouverture
de redressement judiciaire. Pas de sauvegarde, puisque je suis déjà en cessation des paiements. D'accord? Donc, je n'ai pas droit à la sauvegarde, qui honnêtement n'a pas de bénéfice particulier autre que le nom. Parfois, les clients me disent « Ah, ça fait moins peur ». Je dis « Oui, enfin, le régime juridique, il est juste le même. Hein. Et c'est écrit au cabis, pareil. Hein. » Donc, voilà. Mais ça fait moins peur. OK. Donc, du coup, combien de temps j'anticipe? Alors, si je suis droite dans mes bottes, je vais dire 45 jours. Et si je suis un peu plus coquine, je vais dire 2 mois, 3 mois étant, à mon avis, un maximum. Voilà. Et donc, ça permet, effectivement, si je n'ai pas payé mon URSSAF pendant 2-3 mois, forcément, j'ai mis de l'argent de côté. Si j'ai pas payé ni la TVA, ni l'URSSAF, et que peut-être j'ai 2 ou 3 mois de retard de loyer, etc., forcément, j'ai mis de l'argent de côté. C'est ce que j'appelle faire la pelote. Et il faut faire la pelote avant d'ouvrir le redressement. Parce qu'après, vous avez besoin de la trésor. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, il y a une règle qui interdit de payer les créances antérieures, mais il y a une autre règle qui oblige à payer les créances postérieures. Donc, j'ai besoin d'avoir de la trésor parce que je ne vais pas pouvoir faire attendre mes nouvelles factures. C'est-à-dire que le bailleur, je vous ai dit que je gèle le loyer. Oui, le loyer, par exemple, là, si je dépose fin septembre, j'ai pas payé août, j'ai pas payé septembre, ok, très bien. Mais octobre, il va falloir que je paye. Donc, il faut que j'ai l'argent pour payer octobre. Donc, et mes charges sociales, je vais devoir reprendre également à les payer en octobre. Donc, voilà. Et puis, il faut que je paye au cul du camion mes fournisseurs. Donc, il faut de la pelote. Donc, moi, je dis 2 mois, c'est bien. 3, c'est un peu un maximum. Voilà. Ok. Et là, j'ai vraiment la dernière question et je vous remercie tous. Le tribunal peut-il demander une garantie aux dirigeants pour accepter le RJ? Aucunement. Aucunement. Ça n'est pas prévu par les textes, ça n'existe pas. Et dites-vous bien qu'à partir du moment où vous venez demander de l'aide, on vous le donne. C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais à partir du moment où vous venez demander un redressement judiciaire, on vous l'accorde. Il n'y a pas de « ah, peut-être ». Non, non, c'est acquis. On vous l'accorde, le redressement judiciaire. Voilà, il ne faut pas en avoir peur. Après, il y a des contraintes qui vont avec, bien évidemment. Mais on va vous l'accorder. Voilà. Et on ne vous demande aucune garantie, rien du tout. Vous savez que, bon, par exemple, la résidence principale du chef d'entreprise est insaisissable. Vous le savez, elle demeure parfaitement insaisissable et il n'y a aucune garantie à donner. Les seules garanties que vous avez certainement données à un moment donné, hélas, c'est à la banque. Parce que très probablement, vous vous êtes porté caution un jour auprès de la banque. Et là, cette garantie-là, alors, elle est gelée, je le répète, pendant toute la durée de, non seulement de la période d'observation, mais pendant les 10 ans. Hein. C'est important de rappeler que la caution est gelée pendant les 10 ans, la caution de la banque. Mais après, si c'est liquidé, par contre, évidemment, on viendra vous chercher. Je vous remercie tous. Ce webinaire est terminé. Merci Delphine, en tout cas, pour cette présentation. Ça rend quand même le droit un peu plus digeste pour certains. J'espère. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon déjeuner si vous partez déjeuner. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.